Le bilan humain, une femme de 65 ans est morte, elle a été retrouvée à son domicile. 13 personnes ont été blessées, 2 sont en état d'urgence absolue, un civil et un pompier. Et on l'a appris il y a quelques minutes, 3 personnes ont été signalées comme manquantes par leur entourage. Méga feu dans l'Aude, l'ogre des Corbières, c'est votre long format BFM TV proposé par Pierre Desmith et toutes les équipes de BFM TV sur Terre. C'est peu de temps avant la tombée de la nuit hier que Jean-Loïc, impuissant aux côtés de notre reporter, découvre son lotissement en proie aux flammes. Et j'ai sorti ma femme une voiture et l'autre, et la troisième elle a brûlé. Et c'est arrivé tellement vite. J'avais la lance pour essayer d'en arrêter. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec une lance de jardin? On peut faire les choses. Ça fait combien de temps que vous habitez ici, Jean-Loïc? Ça fait 24 ans. Je suis né ici au village. Dans sa fuite précipitée, l'homme n'a rien pu sauver. Pas un t-shirt ni rien, j'ai pas rentré, on est parti de suite. J'ai pas de centime, j'ai rien, j'ai même pas le porte-monnaie, j'ai rien. On voulait prendre des nouvelles avec vous. Nous retrouvons ce matin Jean-Loïc devant ce qu'il reste de son logement. Ému, il ne peut se résoudre à quitter ses terres. Ça a brûlé jusqu'au tard dans la nuit, je suis resté jusqu'à 1h du matin, il n'y a vraiment plus rien. Voilà, il n'y a vraiment plus rien, il n'y a vraiment plus rien. Pas un bout de récupérable. Un peu plus loin, Thierry a eu plus de chance. Le feu était aux portes de sa maison mais n'est pas entré à l'intérieur. Il a eu le temps de tout fermer en partant. Quand on regarde les volets qui sont ici, on voit que si c'était resté ouvert, le feu serait rentré sans problème dans la maison. Interrompu pendant son témoignage, Thierry observe les hélicoptères bombardiers d'eau passer sans relâche au-dessus de son lotissement. Chez lui, seule une parcelle du jardin est partie en fumée. Fumée visible dès hier à 18h depuis Narbonne, à une trentaine de kilomètres du foyer de l'incendie. Un important panache de fumée qui s'étend à perte de vue. Très vite, 9 Canadair sont déployés pour tenter de contenir l'incendie, rejoints par 5 Dash qui survolent la zone, à quelques mètres seulement du sol. Mais il est déjà trop tard, la nuit tombe et les flammes progressent, sous les yeux incrédules des habitants qui se retrouvent sans toit. Le maire nous a dit vite d'évacuer. Alors on a pris là juste mon sac à main, les portables, un chargeur et en avant dans la voiture avec notre chien. Mais là on ne sait pas, est-ce que notre maison on va la revoir? On ne sait pas. Les pompiers au sol tentent sans relâche d'éteindre ce feu. Face à eux, un mur de flammes que rien ne semble pouvoir freiner. Travailler de nuit amène d'autres difficultés. La difficulté de progresser dans des lieux où vous ne voyez pas les branchages, vous ne voyez pas certaines zones à risque. C'est un feu vraiment important, un feu d'une intensité très forte, avec 5 km/h de propagation. C'est vous dire si les équipes qui sont sur le terrain font face à un ogre avec ce feu de forêt. Ce matin, au bord des routes, il ne reste plus que des cendres. Avec le vent, les flammes ont ravagé la végétation pour laisser place à ce paysage tout blanc. Dans ce quartier, de nombreux habitants ont dû lutter plusieurs heures pour sauver des maisons. J'ai arrosé, même la maison du voisin où un tas de pieds de vigne qui sert à faire des grillades. Il prenait feu et comme je n'ai pas glissade en bois, je savais que ça allait cramer. Il y avait des reprises sur les terrains en face de nos voisins et avec mon mari on a arrosé. Voilà, on a essayé à l'arrière aussi, chez les voisins, ça reprenait, donc on a arrosé. Les résidents se remémorent leur courte nuit passée à se demander dans quel état ils allaient retrouver leur logement. On a été hébergés à Narbonne chez la famille. Et après, très stressant, on a une partie de la famille qui habite dans le village qui a été touchée. Ils ont une partie de la maison qui a brûlé aussi. Les voisins qu'on connaît très bien, qui ont la maison qui est complètement partie en fumée. Ce soir, selon les autorités, le feu continue de progresser. Jusqu'à 2100 sapeurs-pompiers ont été sollicités au plus fort de la journée. Plus d'une centaine de largages d'eau ont eu lieu. Objectif, venir enfin à bout de l'incendie le plus important en France depuis 1949. Voici donc le long format de BFM TV, méga feu dans l'Aude, l'ogre des Corbières. On a vu ces images extrêmement impressionnantes. On parle depuis une demi-heure maintenant de ces moyens colossaux qui sont mis en place. Mais il y a une question qui demeure, c'est celle de l'origine du feu. Je me tourne vers vous, Ludovic. L'enquête
commence à avancer sur cette question. Oui, l'enquête commence à avancer. Elle a débuté dès ce matin, donc très rapidement, pour tenter d'identifier les causes de cet incendie, à savoir si c'était un incendie qui possiblement pouvait être criminel ou si c'était uniquement accidentel. Donc l'enquête a été menée par la gendarmerie nationale et donc des premiers éléments ont été rapportés, laissant penser que absolument aucun indice n'a été identifié, laissant penser que cet incendie pouvait avoir une origine différente, que puisse avoir une origine criminelle. Ouais. Donc ce ne serait pas un acte volontaire. Ce ne serait pas un acte volontaire. On va aller retrouver, je ne sais pas si elle est prête, Célia Vallée, qui est sur le terrain. Elle est prête, me dit-on. On va aller la retrouver aux côtés justement des sinistrés pris en charge, des pompiers plutôt qui sont mobilisés donc du côté de Talleyrand. Célia Vallée, quelle est la situation à l'heure où l'on se parle ? Les sinistrés sont pris en charge, effectivement. On est dans une commune voisine à la commune qui a été traversée par les flammes. Et ce feu, c'est l'information principale. Il continue de progresser selon la préfecture qui a communiqué il y a quelques heures. 16 000 hectares parcourus et un bilan qui est très provisoire pour l'instant. Une personne décédée, 2 personnes blessées, dont une en urgence absolue. Et une dizaine de pompiers blessés également. Les pompiers sont eux aussi touchés. On compte une dizaine aussi d'habitations qui a été brûlée ou impactée et une quarantaine de véhicules également calcinés. Voilà pour ce qui est des chiffres de la préfecture. Les derniers chiffres de la préfecture. Tous les moyens terrestres et aériens ont été mobilisés aujourd'hui selon le préfet pour lutter contre les flammes. Jusqu'à 2100 pompiers au plus fort de la journée avec plus de 130 largages par les moyens aériens. Les habitants, il leur est conseillé de se confiner pour ceux qui n'ont pas été évacués. Pour ceux qui sont évacués, et c'est le cas dans cette commune, il y a des centres d'hébergement qui leur sont ouverts. La commune prend également leur repas en charge. Il y a un vrai élan de solidarité. Les habitants avec qui on a discuté n'ont jamais vu ça, un feu aussi rapide et aussi puissant en quelques heures. Et pourtant, c'est des habitants qui habitent ici depuis des années. Pour rappel, donc ce feu, il y a 16 000 hectares de parcourus et ce feu qui n'est toujours pas fixé, qui continue de progresser. Merci beaucoup Célia Vallée pour ces précisions concernant ce feu. Et je me tourne vers vous maintenant, Laura Cambo, puisque Célia nous parlait de ce feu, 16 000 hectares parcourus et des moyens colossaux qui sont mis en place pour faire face aux flammes. Oui, tout à fait, un colossaux selon les mots du sous-préfet de Narbonne. Déjà du effectif au sol, on est à 2150 sapeurs-pompiers et 600 véhicules qui sont déployés sur place sur le terrain. Des chiffres qui ont été précisés par Bruno Retailleau plus tôt dans l'après-midi. Les moyens aériens ont également été renforcés. On est actuellement à 9 Canadair sur place. C'est beaucoup quand on sait que la France ne n'en dispose que de 11 actuellement. Un Canadair qui peut larguer jusqu'à 6000 litres d'eau. Il faut préciser que ces modèles, ils sont très efficaces parce que leur rotation, elle est très rapide quand ils vont chercher de l'eau à la mer ou dans les lacs. Ensuite, sont également mis à disposition 5 dashs, des dashs qui permettent de larguer encore plus d'eau, 10 000 litres d'eau chacun, mais ils sont moins agiles que les Canadair puisque eux doivent se poser pour se recharger en eau. Ensuite, il y a également 2 hélicoptères bombardiers d'eau, entre 1000 et 4000 litres largués, puis ensuite 2 modèles d'Air Tractor qui, eux, larguent 3000 litres d'eau. Il faut également préciser la présence de 3 Beechcraft. Ce sont des avions de liaison, de reconnaissance, d'investigation qui permettent en fait de rendre compte de la situation sur place. En tout cas, selon Bruno Retailleau, des renforts militaires sont encore attendus. 3 hélicoptères avec des dizaines de militaires en plus. À noter que François Bayrou a également dit qu'il serait possible de faire appel à des pays européens grâce à des accords conclus. Merci beaucoup Laura Cambo pour toutes ces précisions. Lieutenant-colonel, est-ce qu'on est sur un dispositif de grande ampleur, j'imagine, mais est-ce qu'on est sur quelque chose d'inédit? Est-ce que c'est un dispositif qui peut encore monter, gagner en puissance? On peut encore monter en puissance si c'était nécessaire. On l'avait vu en 2022 avec quelque chose du même acabit. Il manquait, je pense, dans votre présentation, nos moyens militaires des brigades militaires de sécurité civile, qui sont des sapeurs-sauveteurs, donc des pompiers à statut militaire, mais qui sont de la sécurité civile, et qui là complètent le dispositif au sol, avec des camions, avec des unités retardants, avec des unités qui complètent tous les pompiers qui sont en intervention. Et donc c'est vraiment la complémentarité de ces moyens locaux et nationaux qui permet de venir à bout d'un tel sinistre. Est-ce qu'on est assez équipé pour lutter contre les incendies? On se souvient notamment de cette promesse d'Emmanuel Macron en 2022 qui disait que d'ici la fin du quinquennat, il y aurait au total 16 Canadair. Pour l'instant, on n'y est pas. Est-ce que la France est vraiment prête? Si jamais l'incendie, tout à l'heure, le pompier nous disait que ça pourrait durer encore des jours. Si jamais l'incendie continue à se propager, est-ce qu'on est prêt sans avoir besoin de faire appel à l'Europe?
Alors, on n'est jamais assez équipé. On pourrait avoir 200 Canadair et 10 000 pompiers sur le feu, là. Mais je pense que ça serait très pertinent. On a aujourd'hui un armement en hommes et en moyens qui est dimensionné par rapport au risque. Le risque qu'est la forêt française, avec ce qu'elle représente, avec ses particularités, avec son relief et avec cette population qui est à l'intérieur et qu'on doit protéger. Donc on a dimensionné notre flotte aérienne en conséquence. La situation a changé depuis 10 ans avec ce dérèglement climatique, avec des feux plus gros. On l'a vu ces dernières années. Et donc on a renforcé cette flotte-là. On a fait cette commande de Canadair supplémentaires, comme annoncé par le président Macron, mais qu'on n'aura pas tout de suite parce qu'ils ne sont pas encore On les aura quand du coup? Alors on attend les premiers pour 2028-2030. Donc ce ne sera pas d'ici la fin du quinquennat comme annoncé. Exactement, ça c'est une problématique industrielle puisque le constructeur aujourd'hui doit réouvrir une chaîne de production. Et donc en attendant, on ne peut pas se permettre d'attendre 2028-2030, on a des feux dès aujourd'hui. Et donc on fait de la location, on a loué des air tractors, on a loué des hélicoptères lourds, des hélicoptères légers pour compléter et diversifier notre fonte. Pour parler santé un petit peu avec vous, Aurel Gage, consultant santé pour BFM TV, les téléspectateurs qui nous regardent dans l'Aude et peut-être qui voient, qui sentent surtout encore quelques fumées. Un peu plus tôt sur notre antenne, Antoine Forestier, notre journaliste, portait un masque à l'antenne. Est-ce qu'on peut avoir, entre guillemets, des informations sur la qualité de l'air actuellement dans ces régions qui sont concernées par l'incendie? Est-ce que la fumée va mettre du temps à se dissiper? Est-ce qu'elle est toxique? Alors, le problème qu'on a lorsqu'on a un incendie, une des problématiques que l'on a, c'est justement la production de fumée. Cette production de fumée, la nature de la fumée va dépendre à la fois évidemment de la nature du combustible, de la température, et puis dans ce genre de cas, on a un feu, donc on a plus un feu de forêt, donc on sait que sur certains composés, on n'aura pas certains composés. Là, par exemple, sur un feu de domicile, vous avez potentiellement l'émission de gaz qui pourrait être responsable de la formation de cyanure et de différents problèmes au niveau de la métabolisation de l'oxygène. Là, vous avez principalement du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et du méthane qui sont émis. Et en fait, c'est pas une règle, comment dire, oui-non. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer 500 mètres et ensuite, il n'y a plus du tout de particules. C'est un continuum. Donc, c'est pour ça qu'on fait de l'évaluation de risque. Généralement, on va considérer que dans les 500 mètres autour d'un feu de forêt, on est vraiment exposé avec un risque potentiellement fatal pour les patients, mais que à plusieurs kilomètres, on peut encore avoir ces particules qui peuvent être irritantes, puisqu'en fait, finalement, pour les gaz, on va avoir deux types de réactions, soit tout simplement la toxicité des gaz, ou à la fin, l'aboutissement, ça va être le fait qu'on est incapable de métaboliser l'oxygène, que ce soit à cause du monoxyde de carbone, que ce soit à cause du cyanure, comme ça avait été dit juste avant, quand on a des cas de feu de maison, ou alors, eh bien, il peut y avoir un effet irritant pour certains gaz vont irriter les parois de l'appareil respiratoire, et malheureusement, il peut y avoir un œdème lésionnel résultant, et ces patients-là, généralement, ont besoin de soins de réanimation. Mais finalement, c'est qu'un pan des risques qu'on a avec les incidents, puisque quand on voit le bilan qu'on a, on sait qu'on a déjà un patient qui a dû être évacué au centre des Grands Brûlés à Montpellier, puisque au final, en plus des fumées, eh bien, il y a aussi les risques de brûlure. La brûlure, c'est pas seulement, et c'est déjà beaucoup, des séquelles esthétiques, c'est des risques septiques, c'est des risques d'hypovolémie, des soins de réanimation lorsqu'on a une forte atteinte cutanée. Et puis il y a une troisième chose qu'on voit, c'est tout ce qui relève de la traumatologie. On peut avoir de la traumatologie directe, c'est-à-dire directement avec le fait que vous êtes sur place, vous avez des débris qui vous tombent dessus et vous tombez, et puis le risque de surincident qui est arrivé malheureusement pour ce pompier qui est en urgence absolue, où vous allez aider. Malheureusement, vous devez aller rapidement, vous avez un vecteur qui parfois n'est pas stable, et ça peut aboutir à des accidents graves, et on espère qu'il va se rétablir le plus rapidement possible. Lieutenant-colonel, pour rebondir sur ce que nous disait Aurel Gage, là on rappelle de 2 blessés civils, un en urgence absolue, 11 pompiers blessés, dont un en urgence absolue, en restant très prudent avec les éléments dont on dispose. Souvent, à quoi sont liées les blessures? Est-ce qu'on est plutôt sur des intoxications à cause des fumées, ou est-ce qu'on est vraiment sur des brûlures? Quelles sont vraiment les différentes blessures qui peuvent être occasionnées par un incendie? Alors, pour d'abord parler des intervenants, puisqu'on parle des pompiers blessés, savoir que nous, le plus grand nombre de blessés dans la profession, c'est les accidents de la route. Et on a un cet après-midi, donc avec ce camion qui s'est retourné. Donc c'est quelque chose qui est important et qu'on prend vraiment en compte. On a vraiment quelque chose là-dessus à prendre en compte pour nos agents pour qu'ils puissent intervenir en sécurité. Et puis évidemment, tout ce qui va être propre au feu de forêt, avec la chaleur du feu d'abord qui peut brûler, et puis la chaleur avec les équipements d'intervention qui font que rester plusieurs heures par des températures qui sont déjà fortes dans des vêtements qui vont maintenir cette chaleur-là est extrêmement compliqué, avec la déshydratation et tout ce qui s'ensuit. Et puis le risque effectivement de toxicité des fumées ponctuellement, qui va là aussi nous faire prendre des mesures de filtration là où c'est nécessaire.
20h45 sur BFM TV, si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale. Le feu qui a pris hier dans l'Aude n'est toujours pas maîtrisé. Marie, 16 000 hectares parcourus. Le Premier ministre François Bayrou et le ministre de l'Intérieur se sont rendus un peu plus tôt dans la journée, d'abord dans l'Aude, au plus près des équipes mobilisées pour lutter contre ces flammes, et puis à Nîmes-Garons, l'aéroport de Nîmes-Garons, où sont basés l'ensemble des Canadair, en tout cas une grande partie des Canadair. C'est la base de la sécurité civile, on peut dire ça comme ça. En plateau aussi, Maud Lelièvre qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes docteur en droit de l'environnement. François Bayrou, justement, cet après-midi, déclarait qu'il fallait préparer demain pour éviter que ce genre de feu ne se reproduise, qu'on assiste à des spectacles comme ça chaotiques. On a l'impression parfois d'entendre préparer demain à chaque gros feu. Quel est votre sentiment après cette déclaration de François Bayrou? On a une augmentation à l'avenir des méga-feux, hein, c'est ce que prévoit le GIEC. D'ici 2100, on va avoir une multiplication liée à l'augmentation des chaleurs. Il faut penser que dans les années 70, on avait 5 à 50 jours de risque incendie par an. On en a une augmentation de plus 4 à 25 selon les années, selon la chaleur. Donc évidemment, il faut préparer l'avenir de façon accélérée. Moi, j'ai retenu des déclarations, un point important, se tourner vers l'Europe. Il y a des dispositifs européens qui existent depuis 2019. Il faut sans doute mieux les mobiliser, mieux les mettre en œuvre. Et quand il dit préparer demain, ça veut dire quoi? Par exemple, par rapport à l'aménagement du territoire, on peut mieux préparer, mieux éviter que d'un coup, un feu ne franchisse 16 000 hectares, ne parcourt 16 000 hectares en quelques heures? Il va falloir en tout cas mettre en place de nouveaux dispositifs en matière d'urbanisme, ce que font les Canadiens aujourd'hui avec des zones tampons entre la zone d'habitat, la zone de forêt, avoir des quartiers adaptés, c'est-à-dire penser autrement l'urbanisme, penser autrement la végétalisation, et puis avoir aussi plus de moyens à destination des collectivités locales. On avait plusieurs témoignages aujourd'hui sur votre antenne. Il faut accompagner les maires, faire en sorte que l'ensemble de ces dispositifs résilience incendie, soit dans les plans d'aménagement d'urbanisme, soit dans les plans des collectivités locales, les aider à se transformer sur un territoire qui va devoir se transformer sous l'effet de la chaleur. Oui, donc justement, l'effet de la chaleur dont parlait le Premier ministre François Bayrou, qui a fait un lien direct entre le changement climatique et cet incendie. On l'écoute. Ce changement climatique se fait sentir et entraîne des événements inédits. Et l'événement aujourd'hui, c'est un événement qui est lié au réchauffement climatique et lié à la sécheresse. Et il faut qu'on réfléchisse avec les élus locaux, avec les responsables professionnels, avec les parlementaires et le gouvernement. Nous avons à réfléchir à ce que demain pourrait être. Quel type de plantation? Quel avenir pour la ville? Alors justement, c'est l'instant météo sur BFM TV. On va aller retrouver Anthony Ferry qui est caché par là, derrière le décor. Anthony Ferry du service météo de BFM TV. Puisqu'on parlait de l'évolution du changement climatique, on va justement s'intéresser, alors qu'on voit la zone de propagation du feu, pour témoigner de l'importance de ce qu'on appelle un méga-feu. On va parler non seulement des températures élevées, ça on en a déjà parlé, mais du vent. On est sur des vents tout à fait exceptionnels. Oui, en fait, c'est surtout le vent qui importe. Hier, le vent était en direction de la mer et donc il poussait le feu vers la Méditerranée. Mais vous le voyez, ce soir à 20h, le vent a littéralement changé de direction. Cette fois, il vient de la mer et donc repousse le feu en direction de Ribot. Le feu fait demi-tour. La bonne nouvelle, c'est qu'il a tout de même baissé puisqu'on a 30 km/h en rafale. Hier, on était à 60. Et vous allez le voir, en fait, ça va changer au fil des heures, puisque à partir de minuit ce soir, eh bien, le vent va encore un petit peu changer de direction. Cette fois, il sera au nord-est et donc va amener le feu, vous le voyez globalement, vers les Pyrénées. Il va pouvoir grignoter encore un petit peu davantage de terrain ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que le vent va faiblir. On n'aura plus que des rafales à 16 km/h. Et puis enfin, ce jeudi, donc demain, eh bien là, le vent va en matinée permettre aux pompiers d'attaquer ce feu parce qu'il n'y aura quasiment plus, vous le voyez, de vent. Le temps sera très calme. Malheureusement, en début d'après-midi, vers 13h, eh bien cette fois le vent va revenir, il sera plein est et donc va repousser le feu vers les Pyrénées. Et vous le voyez, cette flèche rouge, elle est plus grande que les autres. Pourquoi? Parce que le vent étant plus puissant, le feu pourra avancer bien plus vite. Et lieutenant-colonel, j'imagine qu'on suit l'évolution de ce vent, parce que sur cette carte là par là, il y a l'autoroute A9 qui était fermée un temps, qui a rouvert aujourd'hui. J'imagine parce que le vent a poussé les flammes dans l'autre sens, ça peut être un paramètre
C'est un paramètre à surveiller, lieutenant-colonel? C'est évidemment un paramètre à surveiller. On a dans le poste de commandement une cellule anticipation qui va travailler à T+1 heure, T+6 heures, qui va voir l'évolution de la météo. On a un lien permanent avec Météo France pour suivre de manière très très fine et précise l'évolution du vent, l'évolution de tous ces indicateurs d'humidité et d'ensoleillement qui nous sont nécessaires, de manière à avoir un coup d'avance. Il ne faut pas subir le feu, il faut vraiment avoir un coup d'avance et donc voir dans quelle direction il va se diriger pour pouvoir trouver le moyen de le resserrer et d'en venir à bout. On voulait également vous montrer ce reportage puisque depuis hier après-midi, nos équipes de BFM TV sont sur le terrain et ont suivi ces centaines de personnes qui ont dû abandonner leur domicile parce que les flammes s'approchaient extrêmement rapidement. Souvent, elles ont dû partir d'une minute à l'autre sans pouvoir prendre leurs affaires. Elles ont parfois été relocalisées dans des foyers, parfois ont dû dormir dans des communes et d'autres communes ont proposé de les accueillir. Reportage de Carla Plomb avec Pauline Sarafi et Célia Vallée. Les sèches se rassembler autour d'un repas pour trouver un peu de réconfort dans l'épreuve. Hier, en l'espace de quelques minutes, ces habitants ont dû fuir leur village menacé par les flammes. Dans un élan d'urgence, le maire fait alors le tour des habitations, évacue d'abord les personnes âgées. Ces images resteront gravées dans sa mémoire. Le ciel vous tombe sur la tête. Et alors là, la tâche, quand vous revenez de votre village et que vous devez annoncer à des personnes qui ont été évacuées, qui ont passé toute la nuit dans des conditions psychologiques difficiles, vous venez leur annoncer que leur maison a brûlé, qu'elles ont tout perdu. C'est fou. Aujourd'hui, tous s'efforcent d'afficher un sourire. Mais quelques habitants refusent de nous répondre car la blessure est encore à vif. Leur village reste interdit d'accès. Impossible de revenir sur place, ni pour récupérer quelques affaires, ou même pour s'assurer que tout va bien. On vit l'enfer quoi depuis hier, c'est à moi ça. Obligé de partir comme on est, sans rien, sous le bras. Les animaux, bien sûr, chiens et chats, parce que ça c'est ma vie. Quand tout brûle, il reste parfois ce qui ne se voit pas, l'attachement viscéral. Moi, au départ, j'ai dit je veux partir. Je veux partir et mon mari m'a dit non, on reste là. Et oui, on va rester parce que c'est notre village et on est tous soudés, c'est ça qui est bien. L'incendie de l'Aude est le plus vaste que la France ait connu depuis 1949. Lieutenant-colonel, j'aimerais qu'on parle de ces avions. Il y en a un qu'on voit derrière vous, ce qu'on appelle un Dash. Le grand public commence malheureusement, j'ai envie de dire, à s'habituer à les voir dans le ciel, notamment dans le sud de la France, mais pas seulement. À la différence d'un Canadair, c'est que lui, le Dash, il est obligé de se poser pour se ravitailler. Et ça comment dirais-je, en termes d'optimisation de l'intervention, on n'est pas au maximum par rapport à un Canadair. Alors, sa mission est un petit peu différente. On avait, avant les Dash, un autre type d'avion qu'on appelait des trackers, et donc qui avait cette même fonction de devoir se poser pour être rechargé, mais avec une contenance qui était plus petite. On a changé cette flotte-là, qui était trop ancienne, par des avions plus récents et plus gros, pour atteindre les 10 000 litres d'eau. Il doit se poser sur ce qu'on appelle un pélicandrome, c'est-à-dire une surface, un petit aéroport, dans lequel on a une installation qui va permettre de le recharger rapidement en eau ou en retardant. Parce que c'est aussi l'avantage du Dash, c'est qu'il peut travailler en retardant, et non seulement il peut travailler en retardant, mais en plus il peut cloisonner son largage, c'est-à-dire faire plusieurs largages à plusieurs endroits. C'est pour ça qu'on l'utilise typiquement pour faire ce que l'on appelle le guet aérien armé, c'est-à-dire un circuit qui est défini en amont en fonction des conditions météo et des massifs qui vont être à risque, de manière à ce que toute la journée, cet avion-là fasse un circuit au-dessus des massifs à risque pour détecter au plus tôt les départs de feu. Ce qui s'est passé dans l'eau d'ailleurs. Exactement. Et puisse intervenir dans les 5 premières minutes pour faire un premier largage retardant et le casser. Et ça, ces avions-là, ils le font plusieurs fois par jour. Là, pour le coup, il semble que ça n'ait pas fonctionné comme on l'aurait voulu, puisque le feu a pu continuer. Mais c'est ça notre force, c'est d'attaquer le feu dès qu'il est naissant, dès le début. Et une question, une nuance. On parle beaucoup du nombre d'hectares parcourus, à savoir 16 000 hectares ont été parcourus. C'est pas la même chose que le nombre d'hectares détruits. Est-ce qu'on a, à l'heure actuelle, un premier bilan du nombre d'hectares détruits? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler de ces surfaces-là et qui n'ont pas les mêmes intérêts, entre guillemets. Nous, les pompiers, on a besoin de connaître la surface de feu parcourue. Parce qu'on a un feu aujourd'hui là qui fait à peu près 15 000 hectares, et moi j'ai besoin de savoir combien de pompiers on va dimensionner pour cette surface-là, pour les répartir sur l'ensemble de la lisière, sur l'ensemble du territoire qui est concerné, nos moyens aériens, etc.
On va parler du ministère de l'Environnement qui va devoir gérer derrière la replantation, la reconstruction de ces zones-là. Eux, le ministère de l'Environnement, ils ont besoin de savoir quelle surface a brûlé. Pour savoir quelle surface ils vont devoir replanter. Donc on n'a pas les mêmes besoins, on ne va pas comptabiliser tout à fait la même chose, et ça va être la différence entre la surface brûlée ou la surface parcourue. Mais du coup, on la connaît, la surface brûlée, pour le moment ou à ce stade? Alors pour l'instant, elle est très évolutive parce qu'on a vu que le feu au plus fort avançait à près de 1000 hectares par heure. Ce qui est gigantesque. Donc la vraie surface définitive, on ne la connaîtra que plusieurs jours après avec des photos satellites qui vont nous permettre de mesurer très précisément. Aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est la surface parcourue parce que c'est cette surface-là qui mobilise les moyens terrestres et aériens. Ludovic Pindado, il suffit d'écouter le lieutenant-colonel pour comprendre, et vous allez me corriger si je me trompe, mais pour comprendre qu'en France, on a cette chance, entre guillemets, d'avoir une vraie culture du risque, en particulier du risque incendie, du risque de feu de forêt. Ça, forcément, dans la gestion de crise, ça aide et c'est un outil, une arme indispensable. Oui, la France a une très très grande expérience du feu de forêt. On a des experts de très haut niveau. On abordait tout à l'heure dans le reportage la formation de nos sapeurs-pompiers de façon très générale, mais il faut aussi savoir que nous avons des cadres supérieurs qui suivent des formations extrêmement compliquées pour justement être en capacité d'occuper les fonctions de commandant des opérations de secours sur ces opérations d'ampleur. Et ils sont vraiment préparés à la gestion de crises, à ces feux de forêt, ces méga-feux, ces feux de forêt qui sont très difficilement contrôlables. Et d'ailleurs, j'entendais, excusez-moi, hier, le commandant des opérations de secours, le colonel Christophe Magny, le directeur départemental du service d'incendie et de secours de l'Aude, qui disait « Nous sommes préparés à faire face à l'imprévu ». Et cette phrase, elle résume complètement leur préparation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour appliquer bêtement tout un tas de protocoles ou de procédures pour faire face à une situation, mais ils sont en capacité de la comprendre et sur la base de leur expertise et de leur expérience, d'adapter leur commandement et leurs décisions à des situations qui ne sont pas prévues. Et c'est le cas sur cet incendie. Quand on parle de vitesse de propagation du feu, qui se calcule en général sur nos modèles à 3% de la vitesse du vent établie, on serait sur ce feu-là à une vitesse de 1,7 à 1,8 km/h par heure. Ce feu, en réalité, il a parcouru 5-6 km/h par heure. On est hors norme, on sort du cadre, et pour autant, il a réussi à adapter ses dispositions pour intervenir de la façon la plus efficace possible en maintenant un niveau de sécurité important pour les personnels engagés. Et Anthony, l'une des raisons pour lesquelles ce feu se propage aussi vite, c'est non seulement la végétation, une végétation très sèche, mais également le relief du territoire. Oui, là, en fait, on est en plein dans le massif des Corbières, donc c'est un massif qui est vallonné, c'est un massif calcaire, et le problème, eh bien, c'est lorsque le feu arrive sur une pente, les flammes vont pouvoir s'accentuer, grandir. Un exemple très simple pour visualiser ça, c'est lorsque on brûle une feuille de papier, une feuille va brûler bien plus vite lorsqu'on la met à la verticale qu'à l'horizontale. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette zone-là. Autre problème qui est associé à ces vallées, eh bien, c'est lorsque le vent s'engouffre à l'intérieur, il va accélérer et donc par conséquent, ça va encore amplifier les flammes qui sont en train d'évoluer sur les pentes. Quasiment 21h sur BFM TV, si vous nous retrouvez, on est toujours non seulement en direct, mais en édition spéciale. Le feu parti hier après-midi dans l'Aude continue de parcourir les hectares, 16 000 hectares parcourus selon un dernier bilan. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le Premier ministre François Bayrou se sont rendus cet après-midi au plus près des opérations, au cœur du centre de commandement. Ils ont également visité la base de la sécurité civile du côté de Nîmes. Et puis on a ce bilan humain, une personne de 65 ans, une femme de 65 ans est décédée, elle a été retrouvée à son domicile. Plusieurs blessés également, des civils et des pompiers, dont 2 personnes en urgence absolue. On parle d'un civil et d'un pompier. Et puis cette information qui nous a été communiquée dans la soirée par la préfecture, 3 personnes ont été signalées comme manquantes par leur entourage. On va aller faire tout de suite un point de situation sur le terrain avec notre envoyée spéciale Célia Vallet. Célia, l'une des informations de la soirée, c'est que ce feu qui brûle depuis plus de 24 heures maintenant, eh bien, continue à se propager.
Absolument, alors il est moins rapide et moins puissant qu'hier. Le vent vient d'ailleurs de tomber à l'instant, mais effectivement Marie, il progresse encore. Vous allez le voir sur les images de Lucas David, ces flammes qui sont sur cette colline depuis plus de 24 heures désormais. Vous l'avez dit, la préfecture de l'Aude a fait son bilan. Une personne décédée, 2 blessés dont une en urgence absolue. Et la préfecture qui appelle ses habitants à se confiner. Pour ceux qui n'ont pas été, pour ceux qui ont été évacués, ils ne doivent pas rentrer chez eux ce soir. Ils vont passer la nuit dans des centres d'hébergement des communes voisines. Il y en a 17. 17 communes ont ouvert leurs portes pour cet élan de solidarité. Un élan de solidarité dont tout le monde nous parle ici. Les habitants s'aident entre eux. Ils apportent également de l'aide aux pompiers. Il y a des provisions, il y a des gestes de solidarité de partout. En fait, ici, les locaux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'ont jamais vu un tel incendie. Bien qu'ils en aient l'habitude, ils n'ont jamais vu un incendie aussi rapide et aussi puissant. Je vous rappelle ce triste bilan, 16 000 hectares parcourus et ce feu qui progresse encore. Célia Vallée avec Lucas David à Talleyrand, alors qu'on voit encore derrière Célia non seulement ce nuage de fumée, mais les flammes qui semblent poussées par le vent qui est encore présent, même si l'intensité du vent baisse un petit peu, mais le vent reste d'actualité. Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV vient de nous rejoindre. Ce qui intéresse aussi, ce qui va intéresser dans les prochaines heures, au-delà de l'évolution de ce feu, c'est qu'est-ce qui en est à l'origine. Le parquet de Carcassonne a communiqué il y a quelques minutes, près d'une heure maintenant, des nouveaux éléments. Oui, avec une hypothèse privilégiée à l'heure où l'on se parle, c'est l'hypothèse d'un incendie involontaire, donc de fait d'une origine involontaire. Vous le savez, dans cette affaire, il y a une cellule d'enquête qui a été mise en place pour, je cite, faciliter les investigations et le recueil des plaintes. Il y a 2 enquêtes distinctes. Une première qui concerne donc malheureusement cette femme âgée de 65 ans qui a été retrouvée morte à son domicile de Saint-Laurent. Une enquête pour déterminer donc les causes de la mort, et selon les tout premiers éléments, eh bien, cette habitante n'avait pas voulu quitter son domicile malgré les flammes menaçantes. Le maire de la commune de Saint-Laurent de Carlibri, je vais y arriver, s'est exprimé sur BFM TV ce matin, et il expliquait bien qu'elle avait refusé parce qu'elle se pensait en sécurité. Les investigations sont confiées à la gendarmerie de d'Urban-Corbière. La deuxième enquête, cette fois-ci, c'est pour les recherches des causes et des circonstances de l'incendie. C'est une cellule pluridisciplinaire qui s'occupe des investigations, composée à la fois de membres de l'Office français de la biodiversité, de sapeurs-pompiers de l'Aude ou encore des gendarmes de Carcassonne et de Montpellier. Mais je le rappelle, voilà, selon le parquet de Carcassonne, à ce stade, aucune constatation technique ne permet d'orienter l'enquête vers la thèse de l'incendie volontaire. Ça ne veut pas dire que les enquêteurs sont formels, ça pourrait évoluer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, mais d'après les tout premiers éléments, eh bien, c'est bien la thèse de l'incendie involontaire qui est donc privilégiée ce soir par les enquêteurs de ce département de l'Aude. Merci Boris, et je voudrais qu'on commente ces images en direct en ce moment même sur BFM TV, des images signées Lucas David. On voit le feu qui continue à brûler, lieutenant-colonel. C'est terrible de voir ça, on est à plus de 24 heures, on rappelle que le feu s'est déclaré hier à 16h15 et là on voit ces flammes qui continuent à brûler. Effectivement, avec la lumière du jour qui tombe, donc la partie en feu devient évidemment plus visible. Et puis le vent qui est retombé fait que les fumées partent plus en l'air et donc rendent ce feu-là plus visible. Travail compliqué là pour les pompiers. On voit que la zone est quand même relativement dense, difficile d'accès, et donc ça va être toute la complexité de la nuit, d'aller chercher ces points chauds, d'aller au contact avec une visibilité, une accessibilité qui est réduite, et donc toute la complexité du travail des forces de secours pour cette nuit. Et sans les moyens aériens, puisque la nuit va tomber, les rotations vont pas tarder, si ce n'est pas déjà le cas, à être interrompues pour la soirée. Sans doute qu'elles reprendront demain matin. 17h demain matin. L'avenir nous le dira, et l'évidence aussi. Le vent que l'on peut deviner encore sur les images de Lucas David en direct, vous voyez les flammes partir un petit peu sur le côté. Le vent a aussi provoqué tout au long de la journée des reprises par endroits, et Anthony Ferry du service météo en parlait tout à l'heure, du service météo de BFM TV. Le vent qui va se calmer dans la soirée et remonter en puissance demain dans la journée. Le risque, c'est que ça reparte sur des zones qui ont déjà été entre guillemets traitées. Le risque est partout dans l'Aude là. D'où l'importance du travail des sapeurs-sauveteurs et des sapeurs-pompiers cette nuit pour aller chercher tous ces points chauds-là, parce que ce qui n'est qu'une petite zone qui brûle pour l'instant, avec un retournement du vent, peut être le point de départ pour un nouveau feu demain. Et donc il y a un travail intense, ingrat, qui va se faire toute la nuit, dans ces conditions difficiles, pour demain reprendre une autre phase avec l'appui des moyens aériens.
Et quand on voit ces flammes en ce moment même, on imagine que les sapeurs-pompiers continuent aussi à mener des opérations, non seulement de sensibilisation, mais continuent à aller dans les communes, dans les villages pour dire aux gens d'évacuer si jamais c'est nécessaire. Ces opérations, elles continuent en fait. Bien sûr, et c'est notre priorité d'ailleurs. La priorité, c'est la sauvegarde des vies humaines. Donc depuis la première minute de ce feu-là, c'est ce à quoi on s'emploie, d'aller là où les gens sont présents pour les mettre en sécurité, leur demander de se confiner ou les évacuer si nécessaire. Et puis on va protéger leur maison, et puis on va tenter d'éteindre ce feu-là pour faire en sorte qu'il s'arrête et qu'il ne menace plus personne. Le feu le plus dévastateur du XXIe siècle que vous voyez sur votre écran et ça a été confirmé par le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu aux côtés de François Bayrou, le Premier ministre tout à l'heure sur le terrain pour en revenir à la gestion de ces situations avec vous, Ludovic Pingano. François Bayrou, en tout cas l'Europe, a fait savoir que la France n'a pas sollicité l'aide européenne, mais que l'Europe se tenait prête à intervenir si besoin était. Pour l'instant, la France ne le fait pas. C'est une erreur ou ça veut dire qu'elle gère? Non, ça veut dire qu'elle gère sur ce type d'événement. Les moyens qui ont été mobilisés sont considérables et de nombreux experts se sont exprimés exactement de la même façon. J'ai entendu tout à l'heure le représentant des pilotes de la base de sécurité civile s'exprimer aussi sur le sujet. C'est quelqu'un qui est très expérimenté sur ces feux de forêt et qui disait très clairement on a beau avoir 2, 3, 4, 5 avions supplémentaires, ça n'aurait rien changé. Les moyens au sol étaient prépositionnés hier. D'autres moyens étaient prépositionnés sur la zone sud et ont été acheminés très rapidement sur la zone d'intervention. Malheureusement, aujourd'hui, on a des feux qui sont incontrôlables avec des vitesses de propagation extrêmement rapides et surtout des démarrages de feux qui ne sont pas contrôlables. Elle est là la vraie difficulté. Et d'où l'échange qu'on avait tout à l'heure sur le fait, sur la nécessité, certainement aujourd'hui, en raison du changement climatique, de repenser l'aménagement urbain, repenser la végétation. La vraie difficulté qu'on a et qu'on pourrait avoir et qui nécessiterait peut-être la mobilisation et la sollicitation de l'Europe pour obtenir des moyens supplémentaires, c'est si on devait faire face à d'autres incendies d'ampleur sur le territoire national, pas forcément sur la zone sud, où là, de toute évidence, on atteindrait cette rupture capacitaire. C'est pas le cas aujourd'hui, mais ça peut arriver. Effectivement, vous le disiez, les moyens qui sont déployés, on parle d'un dispositif extrêmement important. Laura Cambo, vous allez nous faire un point sur ce dispositif, on parle de moyens colossaux. Selon les mots du sous-préfet de Narbonne, déjà effectif au sol, on est à 2150 sapeurs-pompiers et 600 véhicules qui sont déployés sur place sur le terrain. Des chiffres qui ont été précisés par Bruno Retailleau plus tôt dans l'après-midi. Les moyens aériens ont également été renforcés. On est actuellement à 9 Canadair sur place. C'est beaucoup quand on sait que la France n'en dispose que de 11 actuellement. Un Canadair qui peut larguer jusqu'à 6000 litres d'eau. Il faut préciser que ces modèles, ils sont très efficaces parce que leur rotation, elle est très rapide quand ils vont chercher de l'eau à la mer ou dans les lacs. Ensuite, sont également mis à disposition 5 Dash, des Dash qui permettent de larguer encore plus d'eau, 10 000 litres d'eau chacun, mais ils sont moins agiles que les Canadair puisque eux doivent se poser pour se recharger en eau. Ensuite, il y a également 2 hélicoptères bombardiers d'eau, entre 1000 et 4000 litres largués, puis ensuite 2 modèles d'Air Tractor qui, eux, larguent 3000 litres d'eau. Il faut également préciser la présence de 3 Beechcraft. Ce sont des avions de liaison, de reconnaissance, d'investigation qui permettent en fait de rendre compte de la situation sur place. En tout cas, selon Bruno Retailleau, des renforts militaires sont encore attendus. 3 hélicoptères avec des dizaines de militaires en plus. À noter que François Bayrou a également dit qu'il serait possible de faire appel à des pays européens grâce à des accords conclus. Merci beaucoup Laura Cambo. J'aimerais qu'on parle, lieutenant-colonel Frédéric Arrault, de ces moyens que Laura développait à l'instant, notamment les moyens aériens. Est faite souvent la critique de l'âge des avions, de leur état de santé, si j'ose dire, de la capacité à les renouveler, de l'échéance aussi. On est sur une flotte qui comment dirais-je, est sur la fin, qu'il est urgent de renouveler ou pas? Alors notre flotte, elle a 27 ans de moyenne d'âge. Alors on parle bien des Canadair, précisément, parce que notre flotte, de manière générale, j'ai dit tout à l'heure, c'est des hélicoptères lourds et légers qui sont loués, c'est nos Air Tractor qui sont loués, c'est nos Dash qui sont tout neufs, qui ont moins d'une dizaine d'années et qui ont été le renouvellement des précédents trackers. Et puis il reste les Canadair. Les Canadair, ils datent de la fin des années 90. On a acheté alors 15 Canadair du modèle du moment qui a été le CL415, et donc le modèle à ce jour le plus récent qui a été produit
par Bombardier, le constructeur du Canadair. On a acheté 15 machines, 25 ans après, on en a perdu 3, il nous en reste 12. Et donc ces 12 machines-là, elles accusent leur âge, mais elles sont pleinement fonctionnelles. Alors avec une maintenance qui est sûrement supplémentaire, qui est supplémentaire parce qu'ils ont cet âge-là. Mais lorsqu'on les a achetées dans les années 90, on leur prédisait une fin de vie entre 2025 et 2030. On va rentrer dans cette phase de fin de vie. Mais entre-temps, les choses ont changé. Ce qui a changé, c'est d'abord le constructeur qui a arrêté de produire les Canadair en 2015. Ils avaient préparé la version suivante, la génération suivante, qui était le 515, qui n'a jamais été produit. Et la chaîne de production a été arrêtée. Donc ça nous pose déjà, nous, des problèmes pour avoir des pièces détachées pour cette maintenance. Et puis, pas de nouvel appareil disponible à ce moment-là. Le président Emmanuel Macron a fait la promesse, donc en 2022, de l'acquisition de 4 machines supplémentaires pour porter le nombre de 12 à 16 et du renouvellement de la flotte. Mais il faut prendre en compte cette problématique industrielle que les Canadair n'étaient plus produits à ce jour. Grâce à l'Europe, qui a permis de mutualiser la commande avec d'autres pays, on a pu faire une commande significative qui a permis aux constructeurs de réouvrir cette chaîne. Pour que le constructeur puisse réouvrir, il fallait qu'il y ait une promesse de commande de 19 machines. Et la mutualisation de ces commandes-là a permis d'atteindre ce chiffre-là. La ligne de production va être réouverte, mais on ne les aura pas tout de suite. On attend les premières machines pour 2028-2030, c'est 4 machines qui vont compléter, et après on initiera le renouvellement de la flotte. Et donc pour compenser ce manque-là en attendant, eh bien on a fait cette location d'appareils avec nos hélicoptères et nos air tractors. Avant de continuer à parler des moyens qui sont mis en place pour lutter contre cet incendie, on rappelle 16 000 hectares qui ont été parcourus. On va retourner sur le terrain pour faire un point avec l'un de nos envoyés spéciaux, Théo Bassilana. Théo, vous êtes depuis plusieurs heures maintenant aux côtés des sinistrés. Vous êtes notamment dans un gymnase qui va abriter ces dizaines et dizaines de personnes qui ont dû partir d'une minute à l'autre pour échapper aux flammes sans pouvoir emporter aucune affaire avec elles. Exactement, ici très particulièrement, il y a un immense repas ici extrêmement convivial qui est mis en place. Regardez sur ces images, on peut voir plusieurs dizaines de personnes au total. Il y a 230 personnes qui ont été évacuées et qui sont accueillies ici pour toute la soirée et toute la nuit, vous l'avez dit. On va vous montrer tout ça. Il y a tous ces repas qui ont été mis en place, notamment donc cette paella qui a été donnée gratuitement. Guillaume, on va parler de ça avec vous, vous êtes bénévole ici. Expliquez-nous tout ce que vous avez mis en place pour nourrir toutes ces personnes. Depuis hier soir, on a 230 personnes qui sont recensées sur la commune, qui sont évacuées des villages aux alentours ou des touristes qui sont coincés sur les routes. Donc on s'est organisé localement avec les commerces locaux qui ont joué le jeu. Là ce soir, on a le restaurateur du village qui nous a préparé 150 parts de paella. On a les commerces locaux qui nous ont fourni de la viande, on a fait griller de la viande. Hier, on a eu des pizzas d'un autre restaurant. Et depuis hier, on nourrit environ 230 personnes. Pourquoi c'est si important pour vous d'être là ce soir, d'aider toutes ces personnes-là? Expliquez-nous. C'est des personnes qui sont arrivées en difficulté, en détresse, qui ont besoin de nourriture, de couchage, d'hygiène et un besoin de réconfort psychologique aussi par rapport au stress. Il y a des enfants qui ont été évacués d'un camping, une colonie. Il y a des touristes qui arrivent de tous les coins, qui sont coincés sur les routes, qui ne savent pas où aller, qui sont en détresse. Et donc nous, la réaction locale, ça a été de s'organiser dans un premier temps pour accueillir nos voisins de Durban qui ont fui le feu. Et après, on a eu pas mal de touristes qui ont été coincés sur les routes, qu'on a accueillis aussi. Parce qu'on l'a senti ici, il y avait ce soutien en termes de nourriture, d'eau, mais également un soutien psychologique et de l'aide. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous ce soir. Vous l'avez vu, plein de soutien, on a de la nourriture derrière. On va aussi vous montrer, parce qu'on va vous montrer tout ce qui a été mis en place ici. On a également ici des jeux de société qui ont été mis en place, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, vous l'imaginez. Il y a des jeux de société, on a des livres aussi pour occuper un petit peu tout le monde. Ça a été l'objectif ici, puisque ce sont des personnes qui sont extrêmement inquiètes, qui ne savent pas, parfois, toujours pas, dans quel état est leur maison. Donc il y a tout ce stress-là, mais la commune fait son maximum ici pour les rassurer, les accueillir, et puis aussi les accueillir cette nuit. Juste à côté, il y a des lits picots qui sont mis en place pour qu'ils puissent passer la meilleure des nuits possible. Théo Bassilana avec Corentin Guisto. Bonne paella, messieurs, si vous avez la chance de peut-être prendre une petite part, pourquoi pas, ça a l'air en tout cas très festif et ça met du baume au cœur aux sinistrés qui depuis plus de 24 heures maintenant vivent
Un enfer, un cauchemar. Certains ont vu leur maison partir en fumée. 16 000 hectares parcourus par les flammes. C'est le bilan qui continue de progresser et qu'on vous donne à 21h15 sur BFM TV. J'aimerais qu'on parle avec Maud Lelièvre, docteur en droit de l'environnement, qui est toujours avec nous, justement de cette culture du risque dont on parlait tout à l'heure, pour les moyens déployés sur ce genre de situation, mais peut-être aussi dans l'aménagement du territoire, dans l'aménagement des territoires. Quelle évolution vous constatez, vous, depuis quelques années? Il faut créer une culture du risque partagée, parce que c'est vrai qu'on a des commandements, des forces de police, de gendarmerie, des pompiers, des professionnels. Il faut vraiment partager cette culture. On sait que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. On a des comportements accidentels en amont, sans avoir vraiment de prise de conscience. Donc il y a des choses à mettre en place sur le plan humain, avoir des plans localisés dans les zones à risque à destination des populations, des campagnes d'accompagnement, de sensibilisation, et puis aller jusqu'à l'après-crise, c'est-à-dire faire en sorte, comme ça se fait à l'étranger, en Australie, au Canada, d'accompagner ces personnes qui ont perdu leur logement, qui vont souffrir, notamment pour les enfants, pour les jeunes adolescents, de troubles, de stress, et prendre des risques en matière de santé mentale, et puis les accompagner sur reconstruire ensuite. Donc aujourd'hui, on est dans la zone de crise, mais il faut penser que les plans d'après, les plans de l'avenir doivent intégrer la culture du risque et l'après, l'accompagnement des populations. Nous a rejoint en plateau Boris Velachiev. Bonsoir, vous êtes architecte, expert en risque majeur. On parle beaucoup de ce que l'État peut mettre en place pour prévenir ce risque d'incendie. Mais est-ce que nous, à notre échelle individuelle, dans la façon de construire notre maison, dans la façon de gérer notre habitation, on peut aussi essayer de limiter tant bien que mal le risque d'incendie? Parce que c'est vrai que parfois on va voir qu'il y a une maison qui brûle et que celle d'à côté brûle beaucoup moins. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des façons de construire des maisons pour qu'elles résistent davantage au feu? Alors, il est certain, en premier lieu, qu'il y a un urbanisme à revoir, un urbanisme qui a été un petit peu aléatoire dans certaines zones, où il y a des risques d'incendie élevés, et puis il y a des matériaux, bien sûr, qui sont plus à même d'être inflammables que d'autres. Mais au-delà de ça, c'est surtout un entretien des terrains, des broussailllages. Le débroussaillage, c'est l'une des premières choses à faire, d'ailleurs, autour des habitations, de façon à ce que les incendies atteignent pas les habitations, et que des habitations aussi, des petits gestes comme un barbecue, comme un feu d'artifice, comme n'importe quoi, se propagent pas à la végétation qui est au-dessus. Donc tout ça, c'est là, on parlait de culture du risque, on a parlé de prévention. Le problème, comme je le dis souvent ici, ça ne concerne pas que le risque incendie, c'est le risque inondation, c'est le risque un tas d'autres risques, un risque tempête. Là, j'entendais le Premier ministre qui parlait d'un événement inédit, oui, inédit peut-être, mais pas imprévisible. On sait très bien que dans les années à venir, on va avoir ça. Et si on ne s'y prépare pas, on va avoir des véritables problèmes. Alors la culture du risque, c'est pas seulement se préparer à l'événement lui-même, c'est l'une des 4 règles d'ailleurs de la prévention des incendies, c'est se préparer au risque. Il ne s'agit pas de se préparer à l'événement, à l'aléa lui-même, c'est se préparer au risque du fait que un incendie intervienne. Se préparer à la possibilité. Donc c'est de la prévention. Et la prévention, on a un département qui s'appelle la Corse, qui depuis dans les années 80, mais ça brûlait partout, c'était incroyable, les dommages qu'il y a eu aux incendies, à cause des incendies, et qui depuis les décennies suivantes, s'est complètement préparé à ça en ouvrant ce qu'on appelle des pare-feux, j'aurais des amis, en répartissant mieux les forces d'intervention. Alors on peut remercier, je crois qu'on peut être vraiment reconnaissant envers toutes les forces se préparer à la possibilité. Donc c'est de la prévention. Et la prévention, on a un département qui s'appelle la Corse, qui depuis dans les années 80, mais ça encore plus inédit, et là on n'arrivera pas à venir à bout de cet incendie, et les dommages vont être beaucoup plus importants. Et pour pallier ça, il est important de repenser prévention, aménagement du territoire. Alors ça concerne bien sûr l'urbanisme, on a des PPRI pour l'incendie, pour les inondations. On a aussi des plans de prévention du risque d'inondation, on a des plans de prévention aussi des incendies de forêt, etc. Il faut vraiment voir ça, faire ça très sérieusement, avec des cartographies précises, avec des zones qui sont peut-être interdites de construction, d'autres où une sécurité doit être renforcée, et puis aussi entretenir nos forêts. Il faut savoir que tous ces versants-là doivent être entretenus très sérieusement, et ça va jusqu'au choix des essences des arbres. Au Portugal, par exemple, qui était un pays où il y avait principalement du chêne, qui est un arbre qui tient très bien à l'incendie, d'ailleurs où il y avait moins d'incendie, depuis quelques temps, pour des raisons économiques, ils ont importé énormément et planté énormément d'eucalyptus.
qui est un arbre qui pompe énormément d'eau avec la sécheresse venue, qui s'enflamme beaucoup plus vite que le chêne. Par contre, c'est vrai que ça rapporte du bois au bout de 8 ans au lieu de 30 pour le chêne. Donc le nombre d'incendies s'est considérablement accru ces dernières années au Portugal. On voit très bien, il y a des incendies qui sont dramatiques. Et si on ne fait pas ça en amont, il faut savoir qu'en France, on va avoir le même problème. Puisqu'on parlait de prévention, de pédagogie, j'aimerais vous faire écouter François-Noël Buffet, qui est ministre auprès du ministre de l'Intérieur, qui accompagnait d'ailleurs Bruno Retailleau cet après-midi sur le terrain. Il a poussé une sorte de coup de gueule en pointant du doigt justement le comportement de certains Français. Quand on parle d'origine involontaire, lui parle plutôt d'irresponsabilité. Écoutez. 9 incendies sur 10 est d'origine humaine, mais plus de la moitié de cette origine humaine sont de caractère involontaire. Je qualifierais plutôt d'irresponsable. C'est souvent de la négligence qui entraîne ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire des viticulteurs en difficulté, des maires en difficulté, des habitants en difficulté. 2000 pompiers sur place hier, une flotte aérienne mobilisée fortement. Tout ça parce que quelqu'un a été négligent à un moment ou à un autre. Et cette irresponsabilité-là, il faut savoir la sanctionner très fort. Lieutenant-colonel, quand on entend le ministre de l'Intérieur, alors vous voyez, enfin le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, alors vous voyez ces images en direct de Lucas David et le feu qui continue de progresser, quand on va aller vers Pierre Barbin avant de parler, pas tout de suite, bon, il n'y a pas de souci, il faut parler ensemble de l'irresponsabilité que dénonçait justement le ministre à l'instant, quand on voit encore que certains départs de feu sont provoqués par quelqu'un qui va jeter un mégot sur la route des vacances, sur le côté, quand on voit compliqué de parler de pédagogie, quand on voit encore l'irresponsabilité de certains vont partager les mots du ministre. Complètement. Un Canadair, ça coûte 60 millions d'euros. Aller passer un message à quelqu'un pour lui apprendre les bons comportements, un enfant à l'école ou sur les messages, sur les messageries sociaux, sur des vidéos, bon, bah, c'est gratuit ou c'est quelques dizaines d'euros. Le calcul est vite fait pour un résultat qui est exactement le même. Donc non, c'est important. Dès lors qu'il y aura un départ de feu d'origine humaine, on aura encore ce travail à faire. Il est inéluctable, il est nécessaire. On n'a pas en plus une culture, on va dire, de la prévention. Hein. C'est pas encore automatique, et donc il faut amener des éléments qui sont parfois des éléments de bon sens, mais pas pour tout le monde. Et donc on a vraiment ce travail-là à faire au quotidien, mais pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit être fait toute l'année, qui doit être fait en amont, et puis amener cette culture du risque qu'on a évoquée. Quand on habite dans une zone inondable, eh bien on doit le savoir, et on doit avoir préparé les choses à l'avance, préparer les affaires à la maison pour pouvoir partir le jour venu. Quand on habite dans une zone qui est sujette aux feux de forêt, on doit le savoir, et on doit savoir comment s'adapter. On parlait du débroussaillement, là aussi c'est du bon sens. Une autre statistique, 9 maisons brûlées sur 10 le sont sur une zone qui n'a pas été débroussaillée. Donc ça veut dire que c'est efficace. C'est pas de la sensibilisation, c'est des chiffres, c'est évident. Mais là encore, c'est pas suffisant. On pourrait parler du détecteur incendie chez vous. On vous demande de mettre un détecteur incendie chez vous. Personne ne viendra contrôler. C'est juste pour vous sauver la vie. On met juste ça pour vous réveiller quand le feu part, que vous puissiez vous enfuir. Le débroussaillement, c'est pareil. On peut faire des moyens de coercition en mettant des amendes pour les gens qui ne sont pas débroussaillés. L'idée, c'est pas de pas avoir une amende. L'idée, c'est de pas mourir. C'est tout. On va tout de suite retourner sur le terrain avec l'un de nos envoyés spéciaux, Pierre Barbin. Pierre, vous êtes à Saint-Laurent, dans la commune de Saint-Laurent, qui est la commune qui a été la plus touchée par les flammes. Et on apprend, il y a quelques minutes, eh bien, qu'il y a un nouveau départ de feu, Pierre. Oui, on est à quelques mètres de cette commune, on l'a quitté il y a quelques instants, et c'est vrai qu'il y a eu des reprises de feu tout au long de la journée, plus ou moins impressionnantes, rapidement maîtrisées par les pompiers, mais c'est vrai qu'on voit, et bien sûr, ces images de Vincent Berthezen, une nouvelle reprise de feu avec ce panache de fumée noire assez impressionnant, et surtout ces flammes que l'on devine de là où on se trouve, parce qu'on est à plusieurs centaines de mètres de cet incendie que l'on voit très bien sur ce flanc de vallée. C'est vrai que c'est très impressionnant, on voit le panache de fumée à plusieurs centaines de mètres, et c'est vrai que les flammes sont très impressionnantes, ravagent la végétation qui se trouve sur ce flanc de vallée. Il y a des pompiers qui sont d'ailleurs sur le terrain à proximité de cet incendie, puisqu'on devine les gyrophares bleus de ces véhicules de là où on se trouve. Il y a des forces de sécurité un petit peu partout, il y a des pompiers de la sécurité
sécurité civile qui sont d'ailleurs juste à côté de nous, au cas où il y ait des reprises encore plus proches de là où on se trouve. Mais c'est vrai que cette reprise de feu est très impressionnante de là où on se trouve, à quelques mètres de la commune de Saint-Laurent, avec ce panache de fumée noire, je le disais, qui s'élève dans le ciel du département de l'Aude. Ce qui est très impressionnant aussi, c'est que ces reprises ont eu lieu tout au long de la journée. Ce qu'il faut expliquer, c'est que les moyens aériens ont été très utiles tout au long de cette journée, notamment les Canadair, les Dash, les hélicoptères bombardiers d'eau, qui ont pu maîtriser rapidement ces nombreuses reprises de feu que l'on voyait un petit peu partout, justement autour de cette commune de Saint-Laurent. Mais la nuit est tombée, donc ces moyens aériens ne peuvent plus travailler. Ils sont retournés sur leur Maman, base, viens ne voir. pourront pas revenir sur place avant Mais ils s'en sortent demain pas, matin, c'est pas donc ça fait possible. craindre Oh le là pire, ce que l'on voit là, là. avec donc des flammes, vous le voyez sur ces images, des flammes impressionnantes de plusieurs mètres qui continuent de parcourir cette végétation. Oh l'enculé. 16 000 hectares de végétation ont déjà été parcourus par cet incendie qui mobilise, on le rappelle, près de 2000 pompiers ici dans le département de l'Aude. Barbain à Saint-Laurent pour BFM TV. Je regardais pendant le direct de Pierre Barbain la météo des forêts. Vous savez, elle aussi, elle est rentrée dans les Viens voir, mœurs. La météo des forêts. Ils s'en sortent pas. C'est pas possible, il n'y a pas de vent, regarde, dans l'état. Et regarde, t'as pas vu toi. C'est grave, hein. Je sais pas comment ils vont pas s'en sortir comme ça. Regarde ça, regarde-moi ça. Il n'y a pas le vent là. Demain matin, donc ça fait Et le feu se propage de plus en plus, ils vont jamais s'en sortir. Hein. Là, il va falloir faire quelque chose, il faut qu'ils appellent dans l'Europe, hein. Il faut qu'ils ramènent tous les pompiers. Depuis le 21e siècle, bah oui, le 21e siècle. Là, c'est pas possible, ils sont au moins 17 000 hectares. Ouais. Regarde, non mais attends, regarde-moi ça. Regarde ça. Reprise de feu que l'on voyait un petit peu partout, justement. Ah, ils vont pas s'en sortir. Ça va brûler. Hein. S'ils font rien. Et le pire, c'est que le vent, il se renforce demain après-midi. Là, ils disent qu'il est de 10, vent d'est. Donc l'est, pour eux, c'est la mer. Ils disent que c'est bon signe. Mais demain après-midi, à minuit, il est au Mistral, donc il va venir. Et à la France, il vient comme ça, donc il vient toujours mer, donc il y a l'humidité. Et dans l'après-midi, il va remonter au-dessus de 30. 35-40. Tu vois, d'ailleurs devenir une canicule à partir de demain, puisque des vigilances pourraient être mises en place dès 6 h ce jeudi. Ah, ils s'en sortent pas. Hein. Ça va être pire. Hein. Degrés sur ce pourtour méditerranéen. Mais ce qui est inquiétant, eh bien, c'est que dans le sud-ouest, donc un petit peu plus à l'ouest de l'Aude, là on aura des 40 degrés, avec un vent qui sera toujours présent et un sol qui sera tout aussi sec. Et donc malheureusement, voilà, là vous voyez la carte donc, de ce que l'on attend ce jeudi. Et donc malheureusement des zones qui pour l'instant sont un petit peu épargnées par ces incendies, eh bien pourraient devenir à risque. Je pense notamment, Marie, à la journée de dimanche, où dimanche on aura de très fortes chaleurs et un vent qui sera revenu sur le pourtour méditerranéen. Il va falloir absolument surveiller ces prochaines journées. Merci beaucoup Anthony, on va retourner sur le terrain, retrouver Célia Vallée qui est à Talleyrand, où le feu a repris, en tout cas le feu s'est intensifié ces dernières minutes, on le voit sur ces images en direct sur BFM TV à Talleyrand. Donc Célia, les secours sont toujours sur place et ont du fil à retordre. Oh putain. Oui, preuve que le feu progresse encore. Il est moins rapide et il est moins puissant qu'hier, c'est sûr. Mais ce que vous voyez là, les flammes, elles n'étaient pas là hier parce que le feu n'était pas arrivé jusqu'ici sur cette colline. C'est cet après-midi que le feu a parcouru la colline et c'est ce qui occupe les pompiers depuis plusieurs heures. On voit les sirènes et les gyrophares des pompiers qui sont dans la colline et qui s'affairent à tenter de maîtriser ces grandes flammes. Ce feu qui sévit depuis maintenant quelques heures au rythme du vent également avec ces rafales. La préfecture conseille aux habitants de rester confinés, également de ne pas circuler sur les axes routiers pour laisser passer les pompiers. Quant aux habitants qui ont été évacués, ils vont dormir encore dans les centres d'hébergement cette nuit, ne pourront pas rentrer chez eux. Il y a 17 centres communaux qui ont été ouverts pour eux. Il y a également un élan de solidarité de la part des mairies pour leur offrir à dîner tous ensemble. Il y a aussi un élan de solidarité. Ils s'en sortent pas. C'est malade. Remarquez les locaux ici
un vrai élan de solidarité. Et ils remarquent également que c'est un feu qu'ils n'ont jamais connu. On n'a jamais vu ça. Voilà ce qu'ils nous confient depuis cet après-midi, bien qu'ils habitent ici depuis des années et qu'ils en aient l'habitude des incendies. Ils sont impressionnés par sa puissance et sa rapidité. Il faut appeler des renforts, ils peuvent pas s'en sortir comme ça. À vous rappeler malheureusement ce soir, 16 000 hectares parcourus et ce feu qui continue de progresser comme vous le voyez sur les images de Lucas David. Merci Célia Vallée. Effectivement, on voit ces images signées Lucas David en direct. Je me tourne à nouveau vers vous, lieutenant-colonel, parce que c'est vrai qu'on voit ce feu qui reprend dans plusieurs communes et c'est notamment lié, on l'entend, c'est ce que nous expliquent nos envoyés spéciaux, au fait que certains moyens aériens ne puissent plus être mobilisés parce que ça y est, la nuit est tombée. Alors c'est vrai que la force de dispositif en journée, c'est vraiment la congruence entre les moyens aériens et les moyens terrestres qui fonctionnent de manière combinée et parfaitement ensemble. La nuit, on ne peut pas avoir ces moyens aériens, donc on va organiser le dispositif différemment pour aller chercher les points chauds et faire en sorte de stabiliser la situation pour qu'au lever du jour, on va retrouver ces moyens aériens-là, on puisse reprendre notre force de frappe et nos attaques massives avec des rotations de Canadair et de Dash. Alors, quand vous dites la force, tout au long de la journée, il y a eu des moyens aériens couplés à des moyens terrestres et pourtant, le feu a continué de progresser. C'est quoi? C'est, ne le prenez pas mal, mais peut-être de l'impuissance face justement à ces facteurs météo aussi qui vous donnent, pour reprendre l'expression du fil à retordre, mais qui compliquent l'opération des secours sur le terrain. Alors, on a une lisière de feu qui fait près de 100 km. Donc il faut imaginer qu'on doit répartir nos 2000 pompiers sur les 100 km. Et nos moyens aériens également qui vont faire des largages avec ce que ça induit de rotation, en eau pour les Canadair et avec un posé pour les Dash. Donc c'est une longueur qui est gigantesque. Alors on va progresser et puis on va essayer de le matraquer pour essayer de le ramener vers des endroits où on pourra le fixer et aller jusqu'à l'extinction. Mais c'est un travail qui est long, qui se fait avec le relief et puis avec un manque de visibilité. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand les fumées sont couchées, il y a toute une zone dans laquelle les avions n'ont pas la visibilité et dans laquelle il est très difficile d'évoluer pour les moyens au sol. Donc ils font composer avec tout ça. Et puis encore une fois, notre priorité, c'est la préservation des vies humaines. Donc tous les moyens qui sont mobilisés pour aller chercher, protéger des maisons qui n'ont pas été débroussaillées pour certaines, et donc qui vont immobiliser les pompiers pendant des heures, c'est des pompiers qui ne peuvent pas jalonner et attaquer les flancs pendant ce temps-là. Juste une question qui n'est pas du tout une question technique, mais comment on fait quand on est face à quelqu'un qui dit « Non, moi voilà, je ne veux pas évacuer, soit je suis convaincu d'être en sécurité, soit j'ai toute ma vie dans cette maison ». Comment on essaie de trouver les mots pour, pas forcer la personne, mais la persuader, enfin lui faire comprendre, la convaincre qu'il est l'heure de partir? Alors je peux l'entendre, hein, l'attachement à la terre, l'attachement à la maison, quand on y a toute sa vie. C'est un travail qui est mené par les forces de police, de gendarmerie, les polices municipales et les pompiers, d'aller chercher les gens dès lors que la maison est menacée et que l'évacuation est nécessaire. On n'a pas de moyen de contrainte, on ne peut pas forcer quelqu'un à partir. Donc ça va être un échange. On va lui expliquer que dans quelques minutes, dans quelques heures, même pas, le feu va arriver. Potentiellement, le risque est significatif que la maison brûle, il va mourir. Donc les choses sont claires. Et on va essayer jusqu'au bout. On a eu le cas en 2022 sur les feux en Gironde. On a visiblement le cas aujourd'hui. On va aller jusqu'au bout de l'échange. Et dès lors que les intervenants ont eux-mêmes leur vie en danger avec le feu qui arrive, si la personne décide de rester, et on connaît les conséquences. 21h32 sur BFM TV, l'Aude qui est encore ce soir le théâtre d'une catastrophe d'une ampleur inédite. Pour reprendre les mots du Premier ministre François Bayrou, qui s'est rendu dans l'Aude cet après-midi, certaines communes ont été atteintes, notamment Jonquière, brûlée à moitié, hein, c'est ce qu'a déclaré le maire, et certains ont dû fuir en laissant derrière eux les biens, les souvenirs de toute une vie. Ils ont trouvé refuge dans un village voisin, Carlaplon, avec Pauline Sarafi et Margot Vizet. Les sèches se rassembler autour d'un repas pour trouver un peu de réconfort dans l'épreuve. Hier, en l'espace de quelques minutes, ces habitants ont dû fuir leur village menacé par les flammes. Dans un élan d'urgence, le maire fait alors le tour des habitations, évacue d'abord les personnes âgées. Ces images resteront gravées dans sa mémoire. Le ciel vous tombe sur la tête. Et alors là, la tâche, quand vous revenez de votre village et que vous devez annoncer à des personnes qui ont été évacuées, qui ont passé toute la nuit dans des conditions psychologiques difficiles, vous venez leur annoncer que leur maison a brûlé, qu'elles ont tout perdu. C'est fou. Aujourd'hui, tous s'efforcent d'afficher un sourire. Mais quelques habitants refusent de nous répondre car la blessure est encore à vif. Leur village reste interdit d'accès.
Impossible de revenir sur place, ni pour récupérer quelques affaires, ou même pour s'assurer que tout va bien. On vit l'enfer, quoi, depuis hier. C'est à moi ça. Où je dois partir comme on est, sans rien, sous le bras. Les animaux, bien sûr. Chiens et chats. Parce que ça, c'est ma vie. Quand tout brûle, il reste parfois ce qui ne se voit pas. L'attachement viscéral. Moi, au départ, j'ai dit, je veux partir. Je veux partir et mon mari m'a dit, ben non, on reste là. Et ouais, on va rester parce que c'est notre village et on est tous soudés, c'est ça qui est bien. L'incendie de l'Aude est le plus vaste que la France ait connu depuis 1949. Aurel Gage, on voyait le témoignage de ces gens qui ont dû être évacués, parfois en l'espace de quelques minutes. Comment on fait pour évacuer des gens qui parfois sont très vieux, des gens qui sont handicapés? Comment ça se passe pour que ce soit le plus confortable, c'est pas le bon terme, mais le plus confortable possible pour tout le monde? Il faut bien comprendre que la problématique qu'on a lorsqu'on a affaire à des catastrophes naturelles, eh bien, ça va être, puisqu'on peut avoir un afflux massif de victimes, ça va être d'abord d'être capable d'évacuer les gens. Le plus souvent, ça va pas être l'équipe médicale qu'on va envoyer, justement, c'est les secouristes qui vont devoir arriver à se déployer, extraire les personnes, et en fonction de leurs conditions médicales, eh bien, ça va être plus ou moins compliqué. Le plus souvent, très franchement, on se dit que la problématique première quand il faut évacuer, c'est de les évacuer. Donc, c'est-à-dire que, quel que soit le moyen, on va trouver une solution. Si, par exemple, il y a besoin d'un fauteuil roulant ou autre, on va brancarder, on va trouver une solution, on va y arriver. Ensuite, il va falloir évaluer la gravité des gens, parce qu'il y en a certaines personnes qui vont être atteintes, qui vont avoir des pathologies, et en fonction de la gravité, eh bien, on va savoir l'urgence de prise en charge, puisque comme on l'a vu, eh bien, on peut avoir des urgences, que ce soit au niveau des brûlures, avec des patients qui vont d'abord nécessiter d'être stabilisés sur place, donc dans un centre pas loin, par exemple, on a évoqué à un moment le fait qu'on avait des patients qui étaient d'abord évacués à Narbonne, puis ensuite, lorsqu'ils ont été stabilisés, par exemple pour un grand brûlé, eh bien, on le transfère dans un centre spécialisé pour traiter les brûlures graves, et puis lorsque ces patients sont spécialisés, il y aura une problématique à laquelle dont on a parlé, eh bien, ça va être les problématiques plus chroniques qu'on va avoir, les états de stress post-traumatique. C'est pour ça qu'en général, on essaie de déployer des cellules d'urgence médico-psychologique dans ce genre d'événement. Et puis, les problématiques qu'on va avoir, les problématiques potentiellement respiratoires, puisque pour rappel, vous n'avez pas juste un dôme de particules, et puis ensuite, il n'y a plus de particules, c'est un continuum, et que malheureusement, les gens qui sont exposés à ce genre de particules, parfois, ça peut leur faire décompenser des pathologies chroniques, ou alors, pour certains, ça peut faire des molécules irritantes qui peuvent avoir des conséquences au long terme. Boris Veliachev, je rappelle que vous êtes architecte et expert en risque majeur. Là, on est dans une zone, entre guillemets, relativement forestière, boisée en tout cas, peu habitée au sens large du terme. Il y a évidemment des habitations et des évacuations, et même un décès à déplorer. Mais je pense par exemple au feu il y a quelques semaines de Marseille, où on voit qu'on a des incendies de plusieurs centaines d'hectares, qui paraissent entre guillemets dérisoires au regard de ce qu'on a actuellement, mais qui vont jusqu'aux portes des villes, jusqu'à même y pénétrer à l'intérieur de ces communes urbanisées. Là aussi, on a un nouvel enjeu, on a une évolution depuis ces dernières années justement d'aménager et de prévenir les risques jusqu'au cœur des villes. Bien sûr, donc il y a vraiment une question d'aménagement des territoires, c'est qu'il va falloir voir. Ça ne concerne pas que le risque incendie d'ailleurs, mais particulièrement avec le risque incendie dans ces zones-là. Maintenant, on sait qu'on a même des risques incendie en Bretagne, on l'a vu il y a 2 ans, même brûlé en Bretagne. Donc il va falloir faire très attention dans ces pourtours méditerranéens particulièrement, aux alentours de Marseille, en plus où il y a des vents assez forts, hein, puisqu'on a là dans l'Aude, on a en plus la Tramontane, etc. Là, on a puis on a le Mistral aussi, un peu plus loin, etc. Donc, ce sont des régions qui sont connues pour être ventées et qui en plus sont connues pour une végétation et des reliefs qui sont propres à faire que les incendies se propagent beaucoup plus vite. Et aux abords des villes, il est indispensable, alors on a parlé des broussailliers, oui bien sûr, mais enfin, c'est pas toujours alors débroussailler, ça veut pas dire que la personne qui habite à côté de ce terrain va devoir débroussailler. Moi j'avais une tante de 94 ans qui habitait dans un village comme ça, justement à côté de Grasse. C'est pas à 94 ans qu'elle va aller débroussailler le terrain inconstructible à côté de chez elle. C'est aux communes, il faut des règlements sérieux qui prennent soin justement de cet urbanisme et de ces zones à proximité des habitations, de manière à ce que les incendies se propagent pas et sur une certaine distance, puisque comme ça a été souligné, dans les incendies sont moins les brûlures que les intoxications qui font le plus de dégâts, surtout avec les vents, etc. Donc les inhalations de particules, de gaz toxiques, etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte de façon à aménager le territoire pour que ce genre de phénomène impacte le moins possible les populations, mais aussi soit moins présent dans l'avenir.
Vous parliez de l'impact sur les populations. Bah justement, aller retrouver Théo Bassilana, l'un de nos envoyés spéciaux. Théo, vous êtes à Tuchan. Vous passez la soirée aux côtés des sinistrés. Et ce qui vous frappe, c'est la solidarité qui s'est mise en place dans la commune. Exactement, une immense solidarité ici. Et justement, on vous a emmené chez un habitant qui s'est porté volontaire pour justement héberger des sinistrés, des personnes qui ont été évacuées. Roland, merci d'être avec nous ce soir. Vous hébergez au total 8 personnes dans votre maison cette nuit. Pourquoi pour vous, vous me disiez, ça paraissait si normal de le faire? Expliquez-nous. C'est tout à fait normal. Ça peut arriver à tout le monde, ces histoires, enfin, cette catastrophe. Et puis moi, je suis habitué à être solidaire des gens. C'est tout à fait normal pour moi. Vous me le disiez, ça vous a touché aussi cette histoire-là? Vous le disiez, des personnes évacuées pour vous, quand vous avez vu toutes ces personnes arriver ici, c'était inimaginable de les laisser dehors, c'est ça? Oui, en plus c'était un flux, une marée, enfin, pas une marée humaine, mais des voitures qui se garaient n'importe où. Et puis la municipalité nous a fait une liste, si on pouvait accueillir des gens. Moi, la première nuit, j'ai eu un couple avec 2 ados. Ils sont partis, puis j'ai eu de nouveau ce groupe-là de familial de 8 personnes. Comment s'est passée votre rencontre justement avec cette famille? La rencontre s'est faite, on m'a présenté à eux, et puis j'ai dit, pas de problème, venez chez moi, vous serez bien accueillis, vous aurez 2 chambres, une salle de bain, complètement autonome. Voilà, c'est comme ça, c'est normal, quoi. Merci beaucoup Roland. Marie, on va continuer à vous emmener parce que on va quand même pas en rester là. Regardez, on est justement avec ces personnes évacuées. Kylian, expliquez-nous, vous avez été évacué, donc vous en fait vous êtes en vacances dans le secteur, vous étiez dans une location et vous avez été évacué. Expliquez-nous comment vous l'avez ressenti cette évacuation et votre arrivée jusqu'ici quand vous avez vu toute cette solidarité. Expliquez-nous. Alors c'est vrai que ça s'est fait très vite, les flammes ont progressé très rapidement, c'était assez soudain, on n'avait pas forcément d'indication, le réseau était coupé, donc c'est vrai qu'on a eu les infos un peu au compte-gouttes, mais quand on est arrivé à Tuchan, on a vraiment été aidé directement, on n'a pas eu de soucis, c'est tout ce qu'on avait besoin. Quand vous voyez Roland, avec qui on a discuté juste avant, vous accueillir comme ça, chez lui, presque comme si vous étiez de sa famille, qu'est-ce que ça vous a fait à l'intérieur? Ça fait du bien de se sentir aidé, épaulé dans les moments difficiles comme ça, quand c'est pas prévu, quand tout nous tombe dessus d'un coup. Non, c'est extrêmement généreux de leur part. C'est des vacances finalement un petit peu improvisées, mais finalement, est-ce que c'est pas une aventure que vous garderez en mémoire? Ça c'est sûr, on risque pas de les oublier. La gentillesse des personnes et ces vacances un peu improbables. Ils en allaient bien. Merci beaucoup à vous. Vous savez évidemment beaucoup de courage. Il y a au total ici 230 personnes qui sont accueillies dans la commune. Alors soit chez des habitants, comme ici chez Roland, mais également dans un gymnase avec un ensemble de lits picots. Toutes ces personnes qui vont passer la nuit ici. Théo Bassilana avec Dominique Le Picard. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Si vous nous rejoignez à 21h42, Ludovic Pagano, consultant gestion de crise, alors que l'on voit ces images de Talleyrand dans le même département de l'Aude qui donc depuis maintenant plus de 24 heures connaît un important incendie avec encore des reprises localisées, plus de 16 000 hectares. Dans la gestion de crise, il y a aussi cet aspect psychologique, cet aspect à la solidarité qu'on a entendu avec Théo il y a quelques instants. Elle fait partie, entre guillemets, du jeu et elle est aussi importante. Elle est extrêmement importante. La population est très impactée. On a entendu beaucoup de témoignages sur l'antenne toute la journée. Les gens parlent de catastrophes économiques, de catastrophes écologiques, ils parlent d'impact psychologique. Enfin, on comprend et on a pu mesurer également des émotions très fortes chez certains, que ce soit des élus, pour leur population, des inquiétudes très fortes de voir leur région ravagée par cet incendie. Et donc, une façon d'arriver justement à lutter face à ce désespoir, c'est de se retrouver et d'échanger. C'est une forme de débriefing. Et ce que certains maires organisent avec ces repas qu'on pourrait qualifier de repas populaires, ça permet à tous ces gens d'échanger, de partager ce qu'ils ont vécu, d'évacuer finalement toute cette douleur qu'ils ont pu ressentir. Et effectivement, ce sont des situations que nous rencontrons très fréquemment lors de situations de crise, parce que tout le monde a besoin de tout le monde. Effectivement, le maire
maire de Saint-Laurent, qui est la commune qui a été la plus touchée, disait au Premier ministre François Bayrou, il lui disait les 24 heures qu'on vient de vivre ont été extrêmement traumatisantes. Moi, la question qui me vient, c'est notamment pour les enfants, Aurel. On voyait des enfants de jeunes adolescents, disons, dans le duplex de Théo Bassilana. Comment on fait pour parler aux enfants et pour leur expliquer voilà, qu'il y a eu un gros incendie, qu'il a fallu quitter la maison? Comment on trouve les mots? Alors justement, dans ce genre de situation assez complexe, généralement, on va faire appel exprès à des équipes spécialisées, surtout comme ce genre d'épreuve qui malheureusement peut induire, comme on l'avait déjà dit, des états de stress post-traumatique qui vont parfois nécessiter un suivi, mais finalement, cette réunion populaire, ce moment de partage, etc., c'est vraiment des choses qui permettent justement d'extérioriser les sentiments. Et généralement, ce qu'on explique pour les enfants, c'est on essaie de ne pas cacher. Il faut être honnête et surtout sur la situation, surtout pour certains qui malheureusement perdent leur domicile et ce soir-là sont dans une situation complexe. Donc réellement, à ce moment-là, on va faire un suivi et puis si dans certains cas, il va falloir faire un suivi plus poussé, adapté. Pour en revenir à... Oui, vous vouliez intervenir. Oui, je voulais juste compléter en disant qu'on parle beaucoup de la Croix-Rouge, de toutes ces associations agréées de sécurité civile. Aujourd'hui, il existe du premier secours psychologique, c'est porté par des associations, au sein desquelles on retrouve des psychiatres, des psychologues, des pédopsychiatres, tout un tas de personnes bénévoles qui peuvent être sollicitées dans ces situations de crise et qui peuvent apporter leur soutien, soit de façon collective, soit de façon individuelle aux personnes impactées par ces situations particulièrement complexes. En parlant de soutien, François Bayrou est venu apporter le sien tout à l'heure auprès des forces de l'ordre, des forces de sécurité, des soldats du feu en l'occurrence, au centre de commandement des pompiers notamment. C'était sa place, là maintenant, tout de suite, de venir avec évidemment ses ministres, avec la presse venue en nombre également. Ça ne perturbe pas les opérations de secours, ça? Moi, je trouve que c'était plutôt bien organisé. J'ai écrit il y a quelques années des retours d'expérience sur des événements importants vécus en France et justement j'ai été amené à critiquer le fait qu'on avait le bal des autorités qui venaient les uns derrière les autres à faire leur discours, etc. Je parle très concrètement de l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge où on a eu, je crois, 7 ministres qui se sont déplacés en une journée, plus le président de la République. Et à chaque fois, le dispositif s'arrêtait pratiquement pour saluer les autorités, etc. Et là, je l'avais écrit en l'assumant, en disant c'est pas normal. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est important. Ils ne sont pas venus tout de suite. Il y a eu des messages de réconfort qui ont été transmis hier par voie de réseaux sociaux, par voie de presse, etc. Et c'était important. Moi, j'ai reçu des messages, je me suis dit, c'est bizarre. On n'a pas eu de message de soutien de la part de nos autorités. Et ces messages sont tombés hier soir. Et très honnêtement, pour faire aussi de la communication de crise, je pense que c'est arrivé au bon moment. Et la journée aujourd'hui, ce déplacement s'est organisé avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, en une seule fois, et ils n'ont pas perturbé le dispositif, ils se sont présentés au poste de commandement, ils ont félicité les secours qui en avaient besoin, qui étaient très fatigués, ils ont ensuite rencontré les élus et la population, puis le Centre national avancé de la sécurité civile. Très honnêtement, je pense qu'il fallait le faire et que ça a été fait dans de bonnes conditions. Maud Lelièvre, lors de cette visite, de cette visite sur le terrain, François Bayrou a dit qu'il fallait préparer demain. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impréparation pourtant de la part des autorités nationales? Parce que préparer demain, c'est ce qu'on dit souvent lorsqu'il y a des catastrophes, notamment des incendies, mais au final, c'est toujours le même discours qui revient. Ils vont sur le terrain, ils disent qu'ils vont préparer demain. Mais il n'y a pas forcément tant de choses qui changent. On en parlait avec le lieutenant-colonel. Est-ce que les moyens qu'on a sont suffisants? Est-ce qu'ils ne sont pas trop vieillissants? Est-ce qu'on est vraiment prêt? Sur les moyens, il y a évidemment plus à faire parce que les crises vont être de plus en plus importantes. Dans la préparation de demain, moi j'ai entendu un élément qui est important, c'est la question de la forêt. Parce que le climat change, il va falloir que les forêts changent. Plus de débroussaillage, on a évoqué les conditions de création des feux, et puis sans doute des forêts plus résilientes, et ça c'est demain, parce qu'une forêt ça met des années à pousser, donc des essences plus adaptées, des forêts plus préparées à affronter les canicules. On a quand même eu en France des périodes dans l'entre-deux-guerres, après la guerre, où il n'y avait pas assez de bois, on avait besoin du bois pour la construction, l'ameublement, l'aménagement, et on a planté beaucoup de résineux. Donc aujourd'hui, on a encore les héritiers de ces forêts qui ne sont pas adaptées ni au climat d'aujourd'hui ni au climat de demain. Donc il y a des éléments comme cela qu'il va falloir prendre en compte pour l'avenir. Et puis ça a été évoqué sur les questions d'urbanisme. En fait, un climat qui change très vite, à une vitesse accélérée, ça nécessite de s'adapter. Les crises, il faut les gérer en temps réel. Il faut aussi les gérer en projection avec les moyens européens, avec les travaux qui ont été menés dès 2023 au Sénat
sur l'idée qu'il fallait mettre plus de moyens sur les incendies. C'est un peu le message que je retiens moi aujourd'hui de ces discours de ministre et du déplacement du Premier ministre. Et puisqu'on parlait climat, Anthony Ferry du service météo climat voulait réagir à vos propos. Oui, pour rebondir effectivement sur ce que Maud Lelièvre disait, au Canada, qui est un pays qui connaît évidemment ce type de méga-feu, on commence déjà à expérimenter ce qu'on appelle des barrières de feuillus. En fait, c'est quoi? Eh bien, c'est une zone tampon qui est composée d'arbres, donc les feuillus, qui sont bien plus coriaces face aux résineux que connaît cette forêt canadienne. Alors en France, on pourrait ou pas installer ces barrières de feuillus, mais en tout cas, ce qu'on pourrait faire dans ce massif des Corbières, c'est déjà de replanter la vigne qui était présente et qui a justement cette capacité d'être très coriace face aux flammes. Ou alors, pourquoi pas, remplacer tous ces cyprès, tous ces conifères par des végétaux plus coriaces comme le chêne ou encore l'olivier. Ludovic, je me tourne à nouveau vers vous parce que voilà, il va falloir replanter, Anthony nous le disait, mais pour les gens aussi très concrètement, ça va être comment je reconstruis ma maison, comment je reconstruis mon commerce, comment ça se passe en termes d'assurance quand tout a brûlé comme ça? Les experts vont se déplacer et malheureusement, malheureusement, je ne sais pas si je peux dire ça, mais les maisons vont être reconstruites, vont être réparées dans la grande majorité. Vous savez, on rencontre la même problématique lors des inondations. On pourrait imaginer que quand une habitation a été inondée 2 fois, 3 fois, 4 fois, on pourrait se dire, on va laisser terminer, cette fois-ci on ne fait plus les travaux, cette habitation de toute évidence elle est mal placée, il faut absolument aller habiter autre part, mais on constate que les gens veulent rester chez eux parce que c'est leur maison, parce que c'était la maison de leurs parents, de leurs grands-parents, qu'il y a toute une histoire derrière tout cela, et derrière ce traumatisme, finalement on finit par rester. Ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, très justement par une personne qui a été impactée hier par le feu, cette dame qui disait, moi j'ai dit à mon mari, c'est fini, je veux partir, on quitte le village, et son mari a dit, mais non, il n'en est pas question, c'est notre village, c'est là où notre famille a grandi, c'est là où on avait nos ancêtres, et finalement, on va passer cette crise, et puis on va réparer, et puis tu vas voir, ça va bien se passer. Donc à la même manière qu'il y a des zones inondables et donc non constructibles, il faudrait... La même chose avec les feux de forêt. Exactement. Enfin, quand vous avez, on revient sur cette interface entre la zone boisée et la zone habitable. Alors après, il y a tout un tas d'aménagements à faire pour que ces zones habitables et ces zones d'habitation soient protégées et ne puissent pas être impactées directement par le feu de forêt. Bon, on s'aperçoit bien que ce n'est pas toujours possible. En tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment entré dans les mentalités. Et puis de toute façon, il n'y a pas d'obligation. On ne peut pas comme ça dire aux gens, écoutez, vous quittez votre maison, vous allez habiter autre part, vous vous débrouillez, ça n'existe pas. Mais Maud Lelièvre, on pourrait envisager sur le long terme des zones qui deviendraient non habitables, interdites de construction pour des maisons? Ça va être de toute façon un des effets du réchauffement climatique, avec des sols argileux, des maisons qui se fissurent, des zones inhabitables à cause de la chaleur et des zones à risque, inondations, éboulements, retrait du trait de côte ou incendie. Il faut vraiment préparer la population à ce changement. Aujourd'hui, on n'a pas assez de logements en France, donc il va falloir en construire ailleurs pour éviter que les gens vivent dans des zones à risque. Sinon, ce sont les plus pauvres, les plus précaires, ceux qui ne peuvent pas partir, qui vont être contraints de vivre dans le plus de risques. Alors que l'on approche de la passation, on va dire, avec l'équipe du 22h minuit qui va vous prolonger cette édition spéciale avec ces images en direct. Vous voyez le feu qui continue de ravager plusieurs hectares. 16 000 hectares parcourus et non pas brûlés, la nuance est importante. La nuance a été faite tout à l'heure avec le lieutenant colonel. Je vous invite à voir donc ces images. Peut-être un mot avec Anthony Ferry de ce qui nous attend dans les prochaines heures, parce qu'on va surveiller la journée de demain avec évidemment beaucoup d'intérêt au regard de ces reprises que l'on a connues en ce milieu de soirée. Demain, on va avoir un vent qui va se renforcer, des températures aussi qui vont grimper. Oui, alors demain matin, ce sera la bonne nouvelle. Les pompiers pourront vraiment matraquer le feu, comme le dit Ludovic Pagano, puisque le vent sera extrêmement faible. En revanche, à partir du début d'après-midi, il va se relever. On aura des rafales qui globalement atteindront les 30 km/h, ce qu'on a connu d'ailleurs aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est que ce vent va cette fois venir de la Méditerranée, contrairement à hier où c'était de la tramontane, et donc le taux d'humidité sera encore plus élevé, 40-45%, alors que hier, lorsque le feu a démarré, on était à 23% d'humidité. Mais vous l'avez dit, effectivement, ce qu'il va falloir aussi surveiller, ce sont les fortes chaleurs. On se dirige vers peut-être un épisode de canicule dans le sud. On attendra donc 30 à 34 degrés, des pointes à 38, 40 même
sont possibles proches du département de l'Aude, en Occitanie. Alors c'est vrai que quand on vous entend, Anthony, on se dit les conditions ne vont pas aller en s'améliorant. On est déjà au feu le plus dévastateur du XXIe siècle en France. Mais pour le moment, on ne fait pas appel aux moyens de l'Union européenne. C'est vrai que ça peut surprendre. Ça peut surprendre, mais on fait appel aux moyens européens à partir du moment où on a dépassé notre capacité d'intervention. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le dispositif est extrêmement conséquent. 2000 sapeurs-pompiers mobilisés sur le terrain, la quasi-totalité des moyens aériens mobilisés. Et tous les experts le disent, on ne peut pas en mettre plus. De toute façon, on ne saurait pas comment les gérer, on ne saurait pas comment les mobiliser. Donc on a vraiment atteint une limite. La vraie difficulté qu'on aurait, c'est si on avait d'autres départs de feu sur l'ensemble du territoire national, des feux aussi importants que celui qu'on connaît depuis hier dans l'Aude. Et si c'était le cas, effectivement, on atteindrait cette fameuse rupture capacitaire qui imposerait de mobiliser des moyens européens, sachant que les pays européens ont déjà été informés et sont déjà prêts. Et il y a déjà des pays qui ont fait des propositions et qui savent que potentiellement, si on leur demande, ils interviendront très rapidement. Est-ce qu'on a des raisons d'être inquiet ce soir quand on voit, encore il y a quelques instants, des reprises? C'est la base de la gestion de ce type de situation, c'est la base de la gestion de crise, l'humilité. Et on ne peut pas penser une seule seconde que nous sommes plus forts que la nature. On le sentiment d'impuissance. On le voit depuis hier. Le dispositif semble montrer une forme d'efficacité. Vous l'avez justement dit tout à l'heure, le feu n'est pas fixé, il n'est pas maîtrisé, il n'est pas éteint. Tant qu'on n'aura pas passé, tant que le commandant des opérations de secours n'aura pas passé le message feu éteint, c'est un feu qui peut toujours reprendre et pour lequel il faudra continuer à lutter. Tout à l'heure, on était avec un sapeur-pompier qui nous disait qu'en fait, le feu pourrait finalement être éteint d'ici quelques jours seulement. Quand on voit qu'en 24 heures, 16 000 hectares ont été parcourus, ça fait peur. C'est considérable. Ceci dit, depuis les dernières heures, on voit que la surface parcourue n'a pas évolué, donc c'est quand même un signe encourageant. Maintenant, il va y avoir la nuit. Les conditions météo jusqu'à demain après-midi sont plutôt favorables. Il va y avoir un travail considérable de réaliser cette nuit avec les 2000 sapeurs-pompiers mobilisés sur le terrain. J'en profite pour parler également de la mobilisation des moyens des formations militaires de sécurité civile qui vont établir notamment des barrières de retardants au sol, ce que font les avions lédage d'habitude. Ils vont également créer des pénétrants qui vont faciliter l'accès aux sapeurs-pompiers à l'intérieur du feu. Ce travail nous permettra demain d'y voir plus clair et d'espérer que ce feu soit éteint rapidement. Merci à tous pour votre éclairage ce soir. Merci Marie, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite de votre édition spéciale sur BFM TV. Belle soirée.